Je m'appelle Ta, j'ai 29 ans, et s'il y a une constante dans ma vie, c'est la douleur lancinante d'être émotionnellement invisible. Ma mère, Tasha, m'a toujours appris à être parfaite, cheveux bien coiffés, sourire éclatant, silence quand il le fallait. L'amour était une monnaie courante à la maison, et je n'en gagnais jamais assez. Elle a rencontré Marc quand j'avais 12 ans. Il était d'une présence calme, très différente de la ribambelle d'hommes égoïstes qui l'avaient précédé. Là où d'autres aboyaient des ordres, il écoutait. Là où ma mère critiquait, il m'offrait de petits encouragements qui persistaient plus longtemps qu'il n'aurait dû. Je ne l'appelais jamais papa, mais avec le temps, sa présence est devenue un réconfort discret. En grandissant, le lien entre ma mère et Marc s'est estompé. Ils ne se disputaient pas, mais ne parlaient pas beaucoup non plus. Les conversations se transformaient en échanges transactionnels sur des projets de voyage ou des biens immobiliers. Pourtant, ils restaient mariés, liés plus par les apparences que par l'affection. J'ai déménagé à 24 ans, désireuse de construire une vie loin de leur maison froide et haute de plafond. C'est là que j'ai rencontré Gab, fiable, structuré, émotionnellement cohérent. Il travaillait dans la finance, aimait l'ordre et appréciait profondément la prévisibilité. Au début, cette stabilité était enivrante. Après des années de chaos, la routine était comme une sécurité. Mais au fil des ans, notre relation s'est fanée. Les dîners se faisaient en silence. L'affection était une formalité. Je me surprenais souvent à le regarder, me demandant s'il me voyait encore, ou s'il m'avait vraiment vu un jour. Puis vint le coup de fil qui me ramena à la maison. Ma mère était partie pour un voyage de 4 semaines en Italie, à la recherche de luxe et de souvenirs Instagram. Marc avait subi une intervention mineure et avait besoin d'aide à la maison. Elle m'appela, non par inquiétude, mais par obligation. « Tena, sois utile pour une fois. » Marc aurait bien besoin d'un coup de main, avait-elle dit d'une voix aussi froide et sèche que d'habitude. Je n'avais pas remis les pieds dans cette maison depuis plus d'1 an. J'ai fait mes valises à contre-cœur, espérant être rentrée et repartie en 4 jours. Marc m'accueillit à la porte. Il semblait plus âgé, plus mince. La confiance tranquille dont je me souvenais s'était transformée en quelque chose de plus renfermé, voire fragile. Il souriait comme on le fait quand on en a assez de faire comme si tout allait bien. Nous avons passé la première soirée à un rythme confortable. J'ai réchauffé les restes pendant qu'il insistait pour que je m'assoie et me repose. Il m'a posé des questions sur mon travail, mon mariage à venir. Ces questions n'étaient pas indiscrètes, juste réfléchies, prudentes, comme s'il voulait vraiment comprendre, pas seulement répondre. Plus tard dans la soirée, nous nous sommes assis sur la véranda, une vieille bouteille de vin entre nous. Les cigales fredonnaient, et l'air était lourd de la chaleur de juillet. Nous n'avons pas beaucoup parlé au début, mais il a fini par dire quelque chose que je n'attendais pas. « Tu m'as toujours fait penser à quelqu'un coincé dans une maison pleine de portes verrouillées. » Je me suis retournée pour le regarder. Ses yeux n'étaient ni prédateurs ni séducteurs. Ils étaient fatigués, honnêtes. « Je suppose que j'ai appris à crocheter les serrures, » répondis-je, d'une voix plus basse que je ne l'aurais voulu. Nous rîmes tous les deux doucement, mais sous ce rire, quelque chose s'était modifié. Il tendit la main pour me servir un autre verre. Le geste était à peine perceptible, mais j'eus une sensation d'électricité statique sous la peau. Je pris ma retraite instinctivement, puis me détestai de l'avoir remarqué, mais il ne réagit pas, me tendit simplement le verre et regarda dans l'obscurité. Nous restâmes ainsi en silence, mais cette fois, ce n'était pas le même genre de silence. Il était chargé, fragile, dangereux. Je me disais que j'imaginais des choses, que mon besoin de chaleur avait créé des illusions. Mais à mesure que la soirée avançait, je le surprenais à me regarder plus d'une fois. Son regard s'attardait un peu trop. Avant d'aller me coucher, il me toucha l'épaule. C'était paternel, encourageant, mais ça brûlait comme autre chose. Je suis restée éveillée cette nuit-là, les yeux fixés sur le plafond de ma chambre d'enfant. Chaque craquement dans la maison semblait plus fort. Je percevais le poids de son regard, la chaleur de sa main. Je me répétais sans cesse que cela ne signifiait rien, que j'étais seule, vulnérable, que rien ne s'était réellement passé. Mais une ligne avait été tracée,
une ligne très mince, très dangereuse. Le lendemain matin, il se comporta normalement, poliment, détaché, et je fis de même, reconnaissante de sa prétention. Mais l'atmosphère entre nous avait changé. Elle était plus pesante maintenant, pleine de non-dits. Aucun de nous n'était assez courageux ou assez fou pour parler à voix haute. Quand je suis finalement partie, 5 jours plus tard, il m'a serré dans ses bras plus longtemps que nécessaire. Et dans cette brève étreinte étouffante, je savais que ce n'était pas fini. Quelque chose avait commencé, quelque chose qui ne resterait pas enfoui, et je n'étais pas sûre de le vouloir point dès au retour à la maison avec Gab. La vie reprit son rythme familier, repas tranquille, caresses absentes, conversation banale teintée de performance. Il me tapota la joue et me dit que j'avais l'air fatiguée. Je souris et hochai la tête, faisant comme si la fatigue expliquait tout. Mais la vérité était plus lourde. Je me sentais vide. Mes pensées tournaient en boucle, revenant sans cesse à Marc, non pas à ce qu'il était, mais à la façon dont il m'avait fait me sentir vue, entendue, désirée. Les messages commencèrent de façon assez innocente. Je lui envoyai un texto pour prendre de ses nouvelles. Il répondit par un merci et une photo du coucher de soleil dans le jardin. Toujours vide ici, écrivit-il. Je ne répondis pas, mais je lus ce message 5 fois. Les jours passèrent, puis une semaine. Gab annonça qu'il s'envolerait pour une réunion client à Chicago dans 5 jours. Le premier jour de son absence, je n'envoyai pas de message à Marc. Le deuxième jour, je le fis. Fais-moi savoir si tu as besoin de quelque chose, écrivis-je. Sa réponse vint rapidement, je n'ai besoin de rien, mais j'aimerais te voir. J'ai fixé le message un long moment, le cœur battant la chamade. La bonne chose à faire aurait été de l'ignorer, mais je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que j'allais juste lui rendre visite, juste pour prendre des nouvelles. À mon arrivée, il avait l'air surpris et nerveux. Nous avons échangé quelques banalités gênantes dans la cuisine avant de nous retirer dans le salon. Il nous servit un verre à tous les deux, et nous nous assîmes dans la pénombre, la lumière se déversant à travers les stores en ligne brisée sur le parquet. Nous avons parlé de musique, de livres, de choses que nous aimions mais que nous ne faisions plus. Puis le silence revint, réconfortant et empli de quelque chose que nous ne nommions pas. Il tendit la main et glissa une mèche de cheveux derrière mon oreille. Mon corps se raidit, puis s'adoucit. Sa main s'attarda sur ma joue. J'aurais dû m'écarter. Je ne l'ai pas fait. Le baiser fut hésitant au début, incertain, mais il s'approfondit rapidement, nourri par des années de répression et d'affection mal dirigée. La culpabilité m'envahit à mi-chemin, mais elle fut vite noyée par la douleur du sentiment d'appartenance. Je me disais que ce n'était qu'un instant, qu'on pouvait faire comme si de rien n'était. Mais ces moments-là ne restent pas insignifiants. Ils fleurissent comme de la pourriture. Le lendemain matin, je n'arrivais plus à me regarder dans le miroir. Marc m'envoya un texto, « Ça va ?» Je n'ai pas répondu. Ça aurait dû être la fin. Mais on n'est pas fait pour s'arrêter là où on devrait, surtout quand le péché semble être le salut. On s'est revus, en secret, toujours brièvement. On a créé un petit monde sans conséquences, juste des regards, des caresses, et de longues nuits sans parole, trop rassurantes et trop accablantes à la fois. J'ai continué avec Gab. Il a remarqué quelque chose, mais n'a pas insisté. Il a mis ça sur le compte du stress du mariage et m'a proposé de reporter la date. J'ai hoché la tête, reconnaissante pour ce retard que je ne méritais pas. Ma meilleure amie, Carla, fut la première à remarquer que quelque chose n'allait pas. « Tu es différente », m'a-t-elle dit un après-midi alors que nous nous promenions dans le parc. J'étais distraite. « Je suis juste dépassée », répondis-je trop vite. Elle me lança un regard, le genre que seule une personne qui vous connaît depuis 10 ans peut lancer. « Ne me mens pas, Tena. Je sais quand tu mens. » J'ai changé de sujet. Elle a laissé tomber, mais je pouvais la voir m'observer de plus près après ça. Pendant ce temps, Marc et moi continuions à nous replier sur nous-mêmes. Nous nous disions que c'était juste physique. Mais il y avait des moments, trop de moments, où nos regards se croisaient, et un non-dit s'installait entre nous, quelque chose qui laissait deviner un désir trop profond pour être passager. Une nuit,
après que Gab se fut endormi, je me retrouvai dans le couloir à fixer notre photo de mariage accrochée au mur. Mon sourire semblait mis en scène. Le sien semblait inconscient. J'appuyai mon front contre le mur et murmurai « Je suis désolé » à un homme qui ne savait pas encore qu'il avait été trahi. Puis, une semaine plus tard, ma mère revint. Dès que je vis son visage, quelque chose en moi craqua. Elle entra dans la maison en talons de créateur, parlant de Milan, inconsciente du champ de mine qui se déroulait sous ses pieds. Marc était plus silencieux que d'habitude, l'observant comme quelqu'un qui regarde un orage s'approcher. Je ne pouvais croiser aucun de leurs regards. La tension m'étouffait. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Je descendis chercher de l'eau et trouvai Marc assis à la table de la cuisine, le regard perdu dans le vide. Il leva les yeux quand j'entrai. « On ne peut pas continuer comme ça, » murmurai-je, la voix tendue. Il hocha la tête lentement. « Je sais. » Mais aucun de nous deux ne bougea. Nous restâmes là, silencieux, dans le doux bourdonnement du réfrigérateur et notre honte partagée. Le lendemain matin, je partis tôt, avant que ma mère ne puisse me demander pourquoi j'avais les yeux rouges ou pourquoi Marc ne m'avait pas dit au revoir. Dans le rétroviseur, je regardais la maison se rétrécir, mais je savais que la distance ne changerait rien. Nous n'avions pas seulement enfreint les règles, nous les avions brûlées, et maintenant, il ne restait plus que l'inévitable effondrement. Le dénouement ne commença pas avec fracas, il commença par un dîner. Ma mère organisait un de ces repas de rentrée élaborés, du bon vin importé et des sourires gênés. J'étais assise à côté d'elle et de Marc, l'image même de la réussite familiale. De l'extérieur, nous étions parfaits. De l'intérieur, je me brisais à chaque tic-tac de l'horloge de parquet dans le couloir. Marc ne me regardait pas directement. Son regard dérivait sur moi. Ses réponses aux questions de ma mère étaient sèches et polies. « Tu es terriblement silencieux ce soir », lui dit Tacha en piquant un morceau de saumon. « Juste fatigué », murmura-t-il. Gab, toujours médiateur, rit et dit « Je suis toujours fatigué, ça veut dire que tu travailles dur ». Je me forçai à rire, mais je le vis alors, clair comme du verre, ma vie était devenue une galerie de performances. Chaque geste répété, chaque regard un mensonge. Plus tard dans la soirée, une fois la vaisselle faite et les invités partis, Gab me prit la main et me tira à part. « J'ai l'impression de ne pas te connaître ces derniers temps, » dit-il. Je me figeai. « Que veux-tu dire ?» Il hésita. « Tu es tout le temps ailleurs. » C'est comme si je cherchais quelqu'un qui ne veut pas être tenu. J'eus du mal à déglutir. La honte me monta à la gorge. Je suis juste débordée. Le mariage, le travail, la famille. Il m'observa, le regard doux, incertain. « Tu veux toujours ça ?» demanda-t-il. J'ouvris la bouche pour dire oui, mais rien ne sortit. Un silence épais et définitif s'installa entre nous. Il hocha la tête, comme s'il connaissait déjà la réponse. Il partit le lendemain matin pour un voyage d'affaires. Pas d'au revoir, pas de promesse d'appel, juste une porte fermée et des pas dans le couloir. 2 jours plus tard, tout s'écroula. Carla m'appela. Je ne voulais pas y croire, dit-elle, sa voix tremblante de fureur. Mais j'ai vu les messages, Tena. Je sais. J'eus froid. De quoi tu parles? Ne m'insulte pas. J'ai emprunté ta tablette au brunch de la semaine dernière, tu te souviens? Tes messages étaient encore ouverts. Toi et Marc, tu es sérieuse? Je ne pouvais pas parler. Mes poumons étaient écrasés sous le poids de l'exposition. Tu dois le dire à Gab, dit-elle. Ou je le ferai. J'ai raccroché. Je ne pouvais plus respirer. Tous les murs que j'avais érigés pour contenir la vérité s'effondrèrent en une seule conversation. Ce soir-là, je rencontrai Marc à l'hôtel. Je me disais que ce serait un adieu, une dernière conversation pour tout comprendre. Mais en entrant, je le vis faire les 100 pas devant la fenêtre, la mâchoire serrée, les mains tremblantes. Elle sait, dis-je. Carla sait. Il hocha la tête. Ce n'était qu'une question de temps. Il faut en finir. Il me regarda, les yeux douloureux. Était-ce réel pour toi? J'hésitais.
Oui. Un long silence. Puis il demanda, alors, pourquoi faut-il que ça s'arrête? Je le regardais, vraiment. Un homme qui m'avait autrefois offert un refuge ressemblait maintenant à une tempête. Ce n'était pas de l'amour, murmurai-je. C'était une épave que nous avons déguisée en amour. Parce que nous avons brisé quelque chose qui ne peut pas être réparé. Plus nous faisons comme si de rien n'était, plus nous détruisons tout le monde. Il s'assit, silencieux, fixant ses mains comme si elles ne lui appartenaient plus. Nous ne nous touchâmes pas. Nous restâmes là, de nouveaux étrangers, liés par un secret sans avenir. Je le dis à Gab le lendemain. Il ne cria pas, ne pleura pas. Il resta assis là, le visage vide, comme s'il avait été vidé. Avec ton beau-père, dit-il doucement. Bon sang, Tena. Je n'ai jamais voulu. Ne fais pas ça, l'interrompis-je. Ne me fais pas ça. J'essayais d'expliquer à quel point je me sentais seule, à quel point j'étais morte dans notre vie commune, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Pas pour lui. Tu aurais pu partir, dit-il. Tu aurais pu me parler. Au lieu de ça, tu as choisi la seule personne qui rend cette situation impardonnable. Il partit. Je ne le suivis pas. En quelques semaines, les conséquences dégénérèrent. Ma mère l'a pris par des murmures et des confrontations. Il y eut des disputes, des éclats de verre, des menaces de divorce. Elle me traita de honte. Elle appela Marc pire. Encore. Marc déménagea. Je n'ai jamais su où. Et moi, je restais dans les décombres. Gab annula le mariage. Carla arrêta de répondre à mes textos. Ma mère me coupa complètement de son monde, et pour la première fois de ma vie, j'étais vraiment seule. Mais c'est peut-être ce dont j'avais besoin. J'ai passé des semaines en silence à trier les restes. Je n'ai pas cherché le pardon. Je n'ai pas trouvé d'excuses. J'ai affronté la laideur, la trahison, la vérité. L'amour n'est pas toujours tendre. Parfois, il se présente sous le masque du désir et ne laisse que la destruction derrière lui. Je ne sais pas si je ferai un jour la paix avec ce que j'ai fait, mais je sais ceci, la solitude qui m'a poussé vers Marc était réelle, et elle ne disparaît pas en brûlant des ponts. Elle demande à être vue, à être entendue, à être affrontée. J'ai commencé à écrire, non pas pour me justifier, mais pour comprendre. Chaque mot est un pas hors de l'invisibilité que j'ai toujours ressentie. Chaque page est une tentative de me retrouver, non pas comme la fille parfaite de Tasha, ni comme la fiancée de Gab, ni comme l'ombre de Marc, mais comme une femme qui a trébuché, qui s'est brisée, et qui apprend maintenant à se relever. Un matin, alors que le soleil filtrait à travers les rideaux de mon petit appartement, je me suis assise avec une tasse de thé et un carnet. J'ai écrit une lettre à Gab, que je n'enverrai peut-être jamais, mais qui disait la vérité, je l'avais aimé, mais pas assez pour être honnête, et c'était ma plus grande faute. J'ai écrit une lettre à ma mère, non pas pour demander son pardon, mais pour lui dire que j'avais besoin de me pardonner moi-même d'abord. Et j'ai écrit une lettre à Marc, un adieu silencieux, reconnaissant que ce que nous avions partagé était à la fois réel et destructeur, un paradoxe que je porterai toujours. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. La maison de ma mère est un souvenir lointain, tout comme la vie que j'avais imaginée avec Gab. Mais dans ce silence, dans cette solitude choisie, j'ai trouvé quelque chose de nouveau, une petite étincelle de courage. Pas pour réparer ce qui est cassé, mais pour construire quelque chose d'honnête à partir des décombres. J'apprends à me voir, non pas à travers les yeux des autres, mais à travers les miens. Et pour la première fois, je me demande si cela pourrait suffire.